Donc, ça va. Donc, oui, bonsoir à tout le monde. Donc, nous allons assister donc, à la dernière soutenance de la journée, donc de cette longue journée. Donc, il s'agit de la soutenance de l'étudiante Nancy Ironsi Davous dans un sujet intitulé « Mécanismes de prévention et lutte contre la corruption, défis et opportunités et gouvernance locale en République d'Haïti ». Nous avons un jury composé du docteur Fred Selimène, l'encadreur donc, de l'étudiante, et du docteur Tadal Etienne, le rapporteur, et moi, votre serviteur, donc à titre de président. Donc, Madame Nancy Ironsi Davous, vous avez 10 minutes normalement donc, pour votre présentation. Et ensuite, le rapporteur donc, va réagir. Et ensuite, l'encadreur, donc Fred Selimène. Donc, Madame Davous, donc, vous avez la parole. Merci, messieurs les membres du jury. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier sincèrement pour votre présence et le temps que vous consacrez à cette soutenance. C'est un honneur pour moi de vous présenter le fruit de plusieurs mois de travail, de questionnement, d'investigation, de réflexion et de passion autour d'un thème qui me paraît essentiel. Mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption, défis, opportunités et gouvernance locale en République d'Haïti. Votre regard d'expert donne à ce moment une portée toute particulière. J'espère que cet échange sera aussi enrichissant pour vous qu'il l'a été pour moi tout au long de ce parcours. La problématique du travail est comment renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales tout en favorisant une gestion transparente, participative et efficace des ressources publiques. La question de recherche associée est dans quelle mesure les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales permettent-ils de promouvoir une gouvernance locale plus transparente et efficace, notamment à travers les dispositifs de contrôle interne. L'hypothèse 1 est par une approche globale intégrée alliant des mesures institutionnelles, juridiques, technologiques et sociales. L'hypothèse 2 est les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption. Lorsqu'ils sont bien conçus et effectivement mis en œuvre au sein des collectivités territoriales, contribuent significativement à l'amélioration de la transparence et de l'efficacité de la gouvernance locale, en particulier dans les domaines sensibles comme la passation des marchés publics et le contrôle interne. Nous avons choisi de travailler sur le thème des mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption en Haïti parce que c'est une problématique qui affecte profondément le développement du pays à tous les niveaux, notamment au niveau local. En tant qu'étudiante en gestion et évaluation des collectivités territoriales, nous avons été confrontés à plusieurs analyses qui montrent que malgré l'existence de lois, d'institutions et de programmes de lutte contre la corruption, les résultats concrets restent faibles, surtout dans les collectivités territoriales où la gouvernance est souvent opaque et fragilisée. Notre objectif est donc de comprendre pourquoi ces mécanismes peinent à produire des effets durables à l'échelle locale, mais aussi de mettre en lumière les opportunités et les pistes d'amélioration. Nous nous intéressons particulièrement à la gouvernance locale, car c'est là que l'État est le plus proche des citoyens, et donc que la confiance peut se reconstruire ou se détruire. À travers cette étude, nous voulons également souligner que la lutte contre la corruption ne doit pas se limiter à la répression, mais qu'elle doit aussi intégrer des actions de prévention, de renforcement des capacités et de participation citoyenne. L'approche qualitative adoptée dans cette étude, notamment à travers des entretiens semi-directifs menés auprès de 15 acteurs clés, a permis d'identifier des perceptions contrastées sur l'efficacité des mécanismes de lutte contre la corruption. Par exemple, le constat de la faiblesse de la transparence budgétaire ressort des entretiens avec plusieurs élus municipaux qui évoquent l'absence de mécanismes de reddition de comptes formels. Cette donnée n'aurait pu être recueillie via une enquête quantitative, étant donné le caractère sensible et informel de ces pratiques. L'analyse thématique des entretiens a également permis de dégager des pistes de solutions perçues par les acteurs locaux comme crédibles et applicables, telles que la digitalisation des procédures ou la formation des agents municipaux. Afin d'évaluer l'efficacité des mécanismes existants de lutte contre la corruption à l'échelle locale, nous avons adopté une approche qualitative basée sur des entretiens semi-directifs
auprès d'acteurs locaux, les directeurs départementaux de l'ULCC, maires, professeurs en droit public, experts en gouvernance locale, un ancien comptable public devenu directeur général du ministère de l'économie et des finances, et une analyse documentaire des dispositifs légaux. La méthode d'entretien semi-directif a permis de recueillir des témoignages détaillés de plusieurs acteurs clés de la lutte anticorruption, ce qui a facilité une compréhension approfondie des mécanismes informels de lutte contre la corruption au niveau local. Les résultats de l'enquête départementale montrent une conscience grandissante des enjeux d'intégrité au niveau local. Des voix s'élèvent, parfois de manière isolée, pour dénoncer les abus, appeler à plus de transparence et réclamer l'accompagnement de l'État central dans l'instauration de pratiques de bonne gouvernance. Les enseignements tirés de ces entretiens ont confirmé que cette dépendance est l'une des causes majeures du désengagement des autorités locales dans les démarches de reddition de comptes. Plusieurs responsables départementaux ont évoqué leur découragement face à l'indifférence de l'administration centrale, leur impuissance. Toutefois, les efforts engagés pour renforcer la gouvernance locale constituent des leviers d'espoir, à condition qu'ils soient accompagnés de véritables mécanismes de recevabilité, de formation des gestionnaires publics et de contrôle interne, ce que mon travail analyse comme un impératif pour une gouvernance locale efficace. Dans le cadre d'un stage réalisé au sein de la coordination des bureaux départementaux de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, une enquête de terrain a été menée dans les départements du Sud, des NIP, du Nord et du Centre. L'objectif était d'évaluer l'effectivité des mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption au niveau territorial à travers des entretiens structurés avec les responsables locaux. 3 axes ont guidé l'analyse: la connaissance et l'application des normes anticorruption, l'existence et la mise en œuvre des mécanismes de contrôle interne, les perceptions locales de l'efficacité des dispositifs. Nous avons la figure 6 que je vous présente. Et parmi l'enquête qui a été menée auprès des directeurs départementaux, nous avons trouvé comme résultat, nous avons d'abord les leviers proposés pour renforcer la lutte contre la corruption. Les leviers identifiés par les répondants révèlent une volonté claire de transformation structurelle. Parmi les 16 propositions, 2 ressortent fortement: revoir le processus électoral et lutter contre le bourrage des urnes, chacun cité par 50% des répondants. Cette priorité donnée à la transparence électorale souligne son rôle central dans la gouvernance haïtienne. D'autres recommandations, comme la réforme administrative, la modernisation de la douane ou la clarification des tarifs publics, 25%, montrent une orientation vers des réformes institutionnelles ciblées. En parallèle, plusieurs leviers mettent l'accent sur une gouvernance plus éthique et participative. Création de codes d'éthique, obligation de rendre des comptes, accès à l'information en créole, ou encore audits sociaux. Cette diversité témoigne d'une compréhension élargie de la corruption perçue comme un phénomène systémique. La figure ci-dessus, recommandations formulées pour améliorer la lutte contre la corruption, met en évidence plusieurs recommandations formulées par les responsables des bureaux départementaux pour améliorer la lutte contre la corruption. Parmi elles, le renforcement des capacités des bureaux départementaux est la plus citée, 50%. Ce qui traduit un besoin urgent de moyens techniques, humains et logistiques pour agir efficacement à l'échelle locale. Les autres recommandations, chacune mentionnée par 25% des répondants, insistent sur l'amélioration de la coordination entre institutions, unité de lutte contre la corruption, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Inspection générale des finances, Commission nationale des marchés publics, Office de la protection des citoyens. La participation des commissaires du gouvernement, la définition des stratégies communes, le renforcement de la confiance et l'implication des partenaires au sein du leadership de l'ULCC. Les principaux constats ont été formation insuffisante. Bien que les directeurs départementaux aient en moyenne 8 ans d'expérience, leurs formations sont très inégales. Peu ont été formés aux techniques d'enquête, à la perquisition ou à la protection des plaignants. Des compétences pourtant essentielles, infractions récurrentes, détournement de fonds, abus de fonction, enrichissement illicite et conflits d'intérêts sont signalés dans la majorité des départements. Le faible contrôle et le manque de transparence sont systématiques, facteurs aggravants. La corruption est alimentée par l'influence politique, les bas salaires, le manque de moralité publique, la faiblesse du système judiciaire, l'impunité et l'absence de réforme administrative. Prévention encore limitée.
Oui, vous avez 2 minutes pour terminer. Les sont encore limitées, d'accord. Seule la sensibilisation est appliquée dans 3 régions sur 4. Transparence, plateforme numérique et collaboration interinstitutionnelle sont encore marginales. Obstacles, l'absence de volonté politique, la centralisation excessive, le manque de moyens, la lenteur administrative et la faible coordination entre institutions freinent l'application de mécanismes anticorruption. L'analyse croisée des propos d'experts en gouvernance locale, de professeurs en droit public, d'un ancien comptable public et de maires expérimentés révèle une réalité aussi complexe qu'inquiétante. La lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales se heurte à une série d'obstacles structurels, juridiques, humains et politiques qui compromettent sérieusement les ambitions de décentralisation et de bonne gouvernance. Lien entre les résultats et la méthodologie qualitative. Approche qualitative par entretien semi-directif a permis de relever des dynamiques invisibles aux outils statistiques, notamment dans les collectivités locales. La diversité des profils interrogés a enrichi la compréhension des réalités de terrain. L'analyse thématique des discours a mis en évidence des obstacles structurels profonds, manque de formation, absence de contrôle interne, coordination limitée. Ces constats découlent directement de l'expérience vécue des acteurs, confirmant la pertinence de l'enquête qualitative. Les résultats valident partiellement l'hypothèse d'une nécessaire approche globale, intégrée et contextualisée. Ils confirment aussi l'efficacité potentielle des mécanismes anticorruption bien conçus, surtout dans la passation des marchés publics. La méthode m'a permis de capter des opportunités concrètes formulées par les acteurs locaux eux-mêmes. En somme, la méthodologie utilisée éclaire à la fois les causes de l'inefficacité actuelle et les pistes d'amélioration durable de la gouvernance locale. En somme, en conclusion, cette recherche invite à une réécriture des priorités. Elle plaide pour une approche territorialisée de la lutte contre la corruption dans laquelle chaque collectivité territoriale deviendrait à la fois un espace de service public et un bastion d'intégrité. L'espoir d'un renouveau institutionnel repose en grande partie sur la capacité de l'État haïtien à comprendre que la corruption ne se combat pas uniquement depuis les hauteurs de la capitale, mais surtout dans les plis quotidiens, dans les conseils municipaux, dans les bureaux d'état civil, dans les salles de réunion des CASEC, dans les rues communales souvent oubliées. En donnant aux collectivités les moyens d'agir, de résister et d'innover, la lutte contre la corruption trouvera enfin le souffle populaire et territorial dont elle a toujours manqué. Cette recherche s'achève sur une conviction. La reconstruction de la confiance passe par les territoires. C'est dans la commune, dans la section communale, dans l'espace quotidien de citoyenneté que l'on peut créer les conditions de contrat social renouvelés. La lutte contre la corruption, pour réussir, doit se vivre dans la proximité. Elle doit devenir un projet de société porté par tous au plus près des réalités vécues et non une abstraction bureautique. Merci de votre attention. Merci pour votre écoute. Merci bien, Nancy. Donc, merci pour votre présentation. Et maintenant, nous allons donc avoir le docteur Tadal Etienne dans ses remarques. Merci, Monsieur le Président. J'ai lu avec plaisir le mémoire de l'étudiante Nancy Ironsi Davos. Et je l'ai écouté avec attention aussi dans sa présentation relative aux mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption, défis, opportunités, gouvernance locale en République d'Haïti. Je tiens à la féliciter pour au moins 3 raisons. D'abord, pour la pertinence à la fois scientifique et sociale du sujet traité, la prévention de la corruption dans le pays. Ensuite, pour la bonne adéquation de la démarche méthodologique utilisée, laquelle associe analyse documentaire, entretien, observation participante, sur la base d'un échantillon d'un ensemble représentatif du corpus. Enfin, je la félicite pour la bonne qualité de son analyse, certes non parfaite, des mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption au sein des collectivités territoriales. Toutefois, ce travail comporte des lacunes importantes, je pourrais dire, à corriger. Et c'est la raison pour laquelle je vais les formuler
et au niveau de la forme, la méthodologie, la bibliographie et les fonds. Et au niveau de la forme, je crois que c'est d'une des grandes faiblesses de ce mémoire. Si au niveau syntaxique, sémantique, grammatical, c'est des niveaux acceptables, mais les documents qui nous est soumis par Madame Davous comportent beaucoup, et je dirais trop de fautes et d'orthographe. Et je pourrais passer 1 heure de temps à énumérer des fautes d'orthographe, mais nous sommes limités par des temps. Et je vais quand même en citer quelques-unes. Au niveau des sigles et abréviations, par exemple, inspection générale, sans E en général. Organisation non gouvernementale, sans E. Dans les remerciements à ceux dont le soutien avec INT. Au même paragraphe, et elle a écrit, je cite, elle est aussi vieille que l'histoire de l'humanité, point, et puis et là c'est pour se référer à une citation. Et puis voilà, après la parenthèse, il n'y a pas de point, il y a une phrase qui commence. Et puis systématiquement, le mot État, le concept État est écrit sans majuscules sur E. Et institution, au 3e paragraphe, cette même page, vous avez écrit institution supérieure de contrôle, institution au pluriel, supérieur, S-U-P accent aigu hier. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, j'avais dit, parce que nous sommes limités à ce sujet. Et les citations directes. Dans les citations directes, il y a une utilisation systématique à la fois de l'italique et des guillemets. Et vous avez écrit au dernier paragraphe de la première page d'introduction l'importance d'institutions robustes, institutions au singulier, robustes au pluriel. À la page 3, 2e paragraphe, la problématique se pose, etc., tout en favorisant une gestion transparente des ressources publiques, alors qu'il ne s'agit pas d'une question. Pourquoi ce point d'interrogation? Et le pire est à la page 4 de l'introduction générale. L'hypothèse se termine par un point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi, comment l'hypothèse peut se terminer par un point d'interrogation. Alors que l'hypothèse, c'est une réponse. C'est une réponse anticipée à la question des recherches. Et les fautes pilules, d'une page à une autre. Et à la page 5, dernier paragraphe, vous avez écrit dans le premier chapitre 1, et je saute quelques-unes, page 75 de votre mémoire, 4e ligne. Bonne gouvernance, bonne au pluriel, gouvernance et au singulier. Elle pilule les fautes. 76, mécanisme de contrôle citoyen et communautaire. Bon, citoyen et communautaire, citoyen au pluriel et communautaire au
au singulier. Bon, ça s'emploie avec mécanisme au pluriel et je ne comprends pas. Et c'est beaucoup de fautes, trop de fautes. Et bon, je termine avec ça, mais je vous dis, il y en a trop. Chapitre 3, page 43. Ce chapitre vise, présente deux verbes et à la troisième personne du singulier. Vise, représente. Et il y a trop de fautes, Madame Davos. Il va falloir revoir complètement ce document. Et je dirais que je pourrais passer 2 heures de temps à énumérer des fautes. La grande force, heureusement, de votre travail se situe au niveau de la méthodologie utilisée et également au niveau du fond. Au niveau de la méthodologie, je dois apprécier ton effort. Et une approche qualitative associant l'analyse documentaire d'une part et d'autre part et des entretiens semi-directifs associés à une observation participante. Donc, c'est une méthodologie qui me paraît appropriée pour aborder et traiter les phénomènes de corruption en Haïti, et plus particulièrement au niveau des collectivités territoriales. Au niveau de la bibliographie, il y a encore beaucoup de faiblesses. Je me questionne d'abord sur les modèles utilisés. Et très probablement, l'IS préconise un modèle. Si c'est le cas, il faut l'utiliser. Mais le constat que j'ai fait, c'est que je ne vois aucun titre d'ouvrage en italique, par exemple. Je ne vois aucun titre d'article de revue, entre guillemets, comme c'est la pratique générale, avec les noms des revues en italique. Ensuite, la bibliographie me paraît relativement pauvre, pour ne pas dire très pauvre. Non seulement quantitativement, mais aussi qualitativement. Et quantitativement, elle manque beaucoup de documents de référence à la fois sur la corruption et sur les collectivités territoriales, et plus particulièrement sur le financement des collectivités territoriales, s'il s'agit de la corruption. Je peux citer à titre d'exemple beaucoup de documents officiels qui constituent le cadre légal, lato sensu, y compris la constitution, des lois, les décrets, etc. Il y en a beaucoup qui manquent. Par exemple, c'est vrai, vous avez cité, vous avez dans votre bibliographie un décret, l'un des 4 datant du 1er février 2006 sur la décentralisation en général. Mais encore, le titre ne correspond pas à ce qui figure dans les moniteurs. Il faut respecter quand vous écrivez les titres des livres, des documents en général, il faut respecter les libellés tels que c'est formulé. C'est pas respecté quand vous écrivez des décrets relatifs à la décentralisation, c'est pas ça le type de décret. D'accord? C'est décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement des collectivités. Il faut respecter. Et
il y a beaucoup de documents qui sont absents. Hein. Comme je l'ai dit, il y a les 3 autres décrets datant du 1er février 2006 et la loi de 96 sur les fonds de gestion des collectivités territoriales, la loi du 20 août 96 sur la création de la contribution foncière. Parce que vous traitez de la corruption dans les collectivités territoriales. La loi, et voilà le pire, la loi du 4 mars 2012 sur la prévention et la répression de la corruption ne se trouve pas dans votre bibliographie. Et de plus, il y a des contributions doctrinales d'une importance capitale en matière de collectivité territoriale et plus particulièrement sur le financement qui ne figure pas dans votre bibliographie. Je pense que ça, peut-être le président dans la soutenance précédente a parlé de paresse. Je me demande s'il ne s'agit pas d'une paresse de votre part, parce qu'il y a des documents de référence qui existent. Et je ne vois pas pourquoi vous ne les avez pas utilisés. Au niveau du fond, pour terminer, je peux dire dans l'ensemble, et c'est un bon mémoire. Les données recueillies, d'une part, les documents consultés, et d'autre part, du terrain utilisé, entretien, observation participante, dans l'ensemble, ces matériaux ont été bien exploités. Et ce qui m'a permis de constater une bonne analyse réalisée dans les pages de ce mémoire. Je tiens toutefois à souligner quelques remarques. D'abord 2 relatives à la conclusion générale. Premièrement, mon constat, c'est que cette conclusion ne fait pas de bilan. Il n'y a pas de bilan dans cette conclusion-là. Vous avez formulé une question de recherche, formulé également une hypothèse comme réponse anticipée au début du travail. Vous vous êtes fixé des objectifs au terme du travail, c'est-à-dire que vous avez obtenu des résultats. Je ne vois pas de bilan à travers une comparaison est faite entre ce qui était visé, l'hypothèse formulée comme question, comme réponse provisoire, et les résultats pour nous dire si dans l'ensemble, vous avez atteint les objectifs d'une part et d'autre part, vérifier votre hypothèse. Deuxièmement, votre conclusion ne débouche sur aucune perspective. C'est une bonne pratique dans une conclusion, à partir des limites de votre travail, et d'indiquer les pistes de recherche, les pistes de recherche sur lesquelles s'ouvre ce sujet sur la base de votre travail, de votre contribution, parce que vous n'avez pas tout épuisé. Et je me demande pour terminer, effectivement, au niveau du développement, que viennent faire ces paragraphes-là, par exemple, au niveau du chapitre 1. Au niveau du chapitre 1, nous avons une section fondement conceptuel et théorique de la corruption. Et puis, au niveau de la 4e section, architecture des collectivités territoriales. Alors, du chapitre 1, comme son titre l'indique, est consacré dans l'ensemble au fondement théorique conceptuel
de votre travail, je suis d'accord. Alors que vous présentez l'architecture des collectivités territoriales. Et moi, je trouverais ces éléments dans un deuxième chapitre qui serait consacré au cadre de référence dans l'ensemble. Des cadres de référence qui, entre autres, comportent l'architecture des collectivités territoriales. Je ne sais pas pourquoi c'est présenté comme ça. Et donc voilà, et dans l'ensemble, avant de terminer par ce que vous avez écrit à la page 25 du chapitre 2, l'autorité locale communale désire un cadre de coopération entre plusieurs communes voisines qui s'associent pour gérer ensemble. Comment ça peut être vrai? Voilà. Et pour vous aussi, l'autorité locale communale désire un cadre de coopération entre plusieurs communes voisines. Ça pose un problème, hein, au niveau sémantique, comment? L'autorité communale locale ne peut pas être un cadre de coopération entre plusieurs communes. Bon, ça peut-être vous avez voulu dire l'autorité locale intercommunale. Ça, je pourrais comprendre. Et il y a des manquements, et donc il va falloir prendre en compte mes recommandations et peut-être d'autres recommandations aussi formulées par les autres membres du jury. Et vous n'avez pas non plus pris en compte des considérations éthiques. Et vous avez interviewé un ensemble de personnalités, des professeurs de droit public, des spécialistes en droit public, etc. Mais j'ai constaté que vous avez fait l'énumération des noms de ces personnes-là. C'est pas mauvais. Mais est-ce que vous avez pris en compte des considérations éthiques? Est-ce que vous leur avez demandé s'ils vous autorisent à citer leur nom, à écrire leur nom dans votre mémoire? C'est très important en matière éthique de la recherche. Il fallait obtenir leur consentement. En tout cas, ça n'a pas été dit dans les documents, à moins que je me trompe. Je vais terminer par une ou deux questions. Puisque je n'ai pas trouvé dans votre conclusion. Nancy, est-ce que vous êtes là? Je vois que votre caméra est fermée. Oui, je suis là, j'écoute attentivement. Donc, il faut ouvrir votre caméra pour qu'on puisse. Oui. La première question, quel est le résultat en matière de vérification de votre hypothèse? Parce que je n'ai pas trouvé dans votre document, est-ce qu'elle a été vérifiée? Deuxièmement, quelle est votre contribution par rapport à toute la littérature scientifique qui existe en matière de prévention et de corruption en Haïti? De prévention et de lutte contre la corruption en Haïti. Merci, je m'arrête là. Merci, docteur Étienne, pour tes judicieuses remarques. Et je souhaite que l'étudiante a pris note afin qu'elle puisse améliorer le travail et répondre également à certaines questions. Donc, bien avant de passer la parole au docteur Célimène, moi, j'ai une préoccupation particulière dans la formulation du sujet de l'étudiante. Donc, en écoutant l'étudiante, et je pense qu'elle veut saisir les défis et les opportunités dans les mécanismes de prévention et lutte contre la corruption et dans les collectivités territoriales, ou du moins dans la gouvernance locale. Mais la façon dont elle a formulé le sujet
Donc, c'est mécanismes de prévention et lutte contre la corruption, défis, opportunités et gouvernance locale en République d'Haïti. À mon avis, donc, c'est mal formulé. Donc, il faudrait mettre comme conseil mécanismes de prévention et lutte contre la corruption dans la gouvernance locale en Haïti, défis et opportunités. Sinon, et si vous mettez mécanismes de prévention et lutte contre la corruption, défis et opportunités et gouvernance locale en République d'Haïti. Donc, gouvernance locale en République d'Haïti, c'est comme si vous allez donc et essayer d'identifier donc la gouvernance locale en République d'Haïti. Donc, ça ne fait pas sens. Donc, je pense qu'il faut donc déplacer donc le thème de gouvernance locale en Haïti et le mettre dans la première partie donc du sujet. Donc, et à présent, donc, docteur Célimène, l'encadreur de l'étudiante, donc vous avez donc la parole. Oui, merci le président, monsieur le président. Merci au docteur Tadal pour sa lecture attentive et pour ses remarques pertinentes. Oui, les coquilles, très souvent, proviennent d'un manque de lecture de dernière minute. Et c'est ça, au dernier moment, il faut prendre du recul, il ne faut pas être en retard. Il faut prendre son temps pour lire, relire, arranger les sujets. Donc, non seulement je ne vais pas revenir sur les coquilles qui sont dans le texte, les coquilles qui peuvent se régler après lecture. Et même quand l'étudiante a lu, je conseille souvent que l'étudiante donne à quelqu'un à lire aussi, pour corriger les coquilles. Parce que très souvent, on n'arrive pas à repérer les coquilles. Très souvent, c'est quelqu'un d'autre qui peut retrouver les coquilles. Surtout quand on est en plein dans le sujet, premièrement, mais aussi quand on n'est pas en avance. Hein? On n'est pas en avance, on laisse passer quelques coquilles. Donc, l'étudiante, en général, nous donnons un certain temps aux étudiants pour prendre en compte les remarques des membres du jury. Ça peut être des remarques de forme et de coquille, comme l'a énoncé le docteur Tadal, comme ça peut être des remarques, pas de fond, mais qui sont à la fois de fond et de forme, comme l'a annoncé le président, c'est-à-dire les mécanismes de prévention et lutte contre et gouvernance locale en Haïti, de quoi défis et opportunités. Ça peut être une meilleure manière de présenter le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau de la méthode, oui, je suis d'accord, et le président, le rapporteur l'a signalé. Mais avant de passer là-dessus, parmi les petites choses à régler pour donner une qualité au travail, c'est apprendre à transformer dans le corps du texte, transformer un Word en PDF. Ça, c'est banal. Et on voit bien que c'est de la numérisation et ça nuit à la qualité du document aussi. Hein? Donc, passer d'un Word à PDF, tous les enfants font ça maintenant. Donc, c'est ça qu'il faut réussir à faire, passer un document d'un Word à PDF. Donc, parce qu'on voit bien que la fin du document, même les conclusions, la conclusion, tout, on dirait que c'est passé par la numérisation. Alors que si on a tapé le texte, il est en Word, on le passe en PDF. Donc, ce sont des petites choses qui ne touchent pas au fond, mais qui, en final de compte, donnent une qualité du travail encore meilleure. Donc, ça, c'est une... sur l'expression orale, on doit remercier l'étudiante qui a fait une bonne expression orale, sauf qu'elle a donné trop l'impression de lire un texte, alors que si elle avait le PowerPoint, elle pourrait prendre un peu plus de distance par rapport à son texte et improviser éventuellement s'il le faut. Donc, ça, c'est
une remarque. Alors, sur l'enquête, je dois dire que c'est un travail ingrat, surtout quand vous devez, je dirais même, supplier les enquêtés pour avoir un rendez-vous. Parfois, il faut quémander le rendez-vous pour réussir à avoir un entretien d'une heure ou d'une demi-heure ou d'une heure ou de 2 heures. Ça, bon, on a bien vu dans les annexes de la candidate qu'elle a essayé de voir des personnalités qui ont quelque chose ou qui auraient quelque chose à dire. Hein, qui auraient quelque chose à dire sur le sujet. Mais ça n'a pas toujours été simple de les avoir au moment où il fallait pour pouvoir prendre en compte, rédiger un travail suffisamment en amont. Alors, quand vous avez chacun qui vous fait perdre 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, il est évident qu'à la longue, 4 jours plus 4 jours plus une semaine plus 15 jours, ça fait quelques mois à la longue, quoi, quand même. Donc, mais c'est un choix qui a des coûts, qui a un coût. Le docteur Tadal disait que c'est un choix qui me paraît important dans cette méthode-là, de semi-directif, etc. Mais ça a un coût. Donc, ce ne sont pas des gens que vous rencontrez dans la rue à qui vous posez une question et qui vous répondent. Hein, vous êtes obligé de courir après le rendez-vous. Quand il vous donne le rendez-vous, il n'est pas là. Et après avoir après vous avoir donné le rendez-vous, après 15 jours, il vous fait attendre 2 heures. Bon, enfin, on connaît toutes les méthodes, parfois je dirais assez inélégantes, des gens quand ils ont une fonction, ils pensent qu'ils peuvent faire poireauter les autres. Bon, mais enfin, c'est un choix qu'il faut assumer. Hein, ce n'est pas une excuse. Hein, c'est un choix. Et quand on fait des choix, on a des coûts. Hein, chaque choix a un coût. Bon. Donc, la notion de questionnaire m'a paru très intéressante à aborder. Et puis, le titre m'a paru, nonobstant la remarque du président, d'améliorer le titre, mais la notion de mécanisme de prévention, ça a été très... Je préfère cette approche de mécanisme de prévention que systématiquement la notion de lutte contre la corruption. Comment on met en place des mécanismes pour lutter contre ça, et non pas la lutte contre la corruption, la notion de mécanisme de prévention. Ça veut dire qu'en amont, il y a un travail à faire. Mais, et ça m'emmène à la question, même si la candidate en a parlé dans son travail, quand on voit qu'on a l'ULCC, le CNMP, l'IGF, le SCCA, le BAFE, enfin, il y a au moins 5 ou 6 organismes. Est-ce que c'est pertinent? Je crois que elle n'a peut-être pas mis suffisamment l'accent dessus, mais elle le soulève, le problème de la multiplicité et l'absence de coordination, voire d'harmonisation dans ces espaces-là. Alors là-dessus, je lui demanderai, puisqu'elle n'a pas insisté là-dessus à l'oral, mais elle en a parlé dans son travail, comment elle verrait dans une coordination, puisque dans les recommandations qui ont manqué au docteur Tadal, comment elle verrait, comment elle ferait une recommandation sur cette série de structures. On dirait qu'on les a mis là pour que chacun ait une place au soleil, quoi. Parce que très souvent, on dirait qu'ils traitent de la même chose, comme je regarde bien, ou si ce n'est pas de la même chose, mais c'est une petite virgule qui les différencie. Hein, on peut mettre la virgule dans l'autre, et puis voilà, on a réglé le problème, quoi. Donc là, je lui demanderai dans ses recommandations de nous faire, de nous préciser éventuellement une recommandation sur cette disparité de fonctions et cette multiplicité d'organismes pour lutter contre la corruption. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Fred.
Nancy, donc vous avez 10 minutes au maximum donc, pour réagir. Je vous remercie de vos commentaires et d'avoir pris soin de regarder attentivement et globalement mon travail, Dr Tadal Etienne, et de me faire ces recommandations. Effectivement, au niveau de mon travail, vous allez trouver des lacunes, comme je ne vais pas tenter de justifier les erreurs ou les fautes. J'ai dû changer d'ordinateur et la langue a changé également. Donc, lorsque ça arrive automatiquement, vous êtes obligé d'être très attentif sur ces changements et d'éviter les erreurs que vous avez constatées. Donc, les erreurs de faute sont dues au fait que l'ordinateur, en fait, c'est en anglais et à chaque fois, je dois changer la langue. Je vous remercie pour votre regard précis sur l'ensemble de ces fautes. Et oui, je vais les corriger. Dr Fred Selimane, un grand merci pour votre encadrement et votre patience. Et c'est grâce à vous que je peux finaliser et présenter ce travail aujourd'hui. Dr Saint-Martin, merci de votre présence ce soir qui m'honore et pour présider cette séance de soutenance à laquelle je présente mon travail. Bon, nous avons parlé vous avez mentionné les citations directes que j'ai mal utilisées et que je vais devoir revoir. Vous m'avez dit également que la méthodologie et la bibliographie... Précisez le vous. Il faut préciser le vous puisqu'il est à 3 personnes. Est-ce que... Non, le rapporteur... oui, le rapporteur, oui, mieux vaut, oui. Oui, le docteur. Je m'adresse au docteur Tadal Etienne, qui a critiqué le travail afin que je puisse l'améliorer et donner une version parfaite. Ce que j'apprécie grandement. Donc, je disais qu'il a dit... Non, je dis que ce ne sera jamais parfait, mais il y a lieu de l'améliorer. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc, vous m'avez demandé également de réviser le modèle bibliographique que j'ai utilisé et quand je n'ai pas mis certains titres d'ouvrages en italique, c'est ça? Oui, il faut réagir, non, mais ce n'est pas un dialogue avec le rapporteur. Oui. Ensuite, nous avons parlé, vous m'avez dit, vous avez fait la remarque, vous avez dit que je n'ai pas pris en compte le côté éthique des noms, des personnalités que j'ai listées dans le mémoire. Bon, de toute façon, il fallait que, pour quand même renforcer la crédibilité du travail, il fallait que je montre, et les personnes que j'ai rencontrées, elles existent effectivement. OK, et je vous ai présenté également les questionnaires qui ont été adressés à ces acteurs clés et pour faire comprendre comment ils abordent, et comment ils comprennent et comment ils vivent le phénomène de la corruption dans leur poste, dans leur commune, dans leur département et comment ils identifient les mécanismes qui permettent de renforcer la lutte ou qui permettraient d'améliorer la lutte. Donc, ce ne sont pas des personnages fictifs, et ce sont des personnages qui existent. Et oui, je vais leur poser la question, je vais les appeler. J'espère qu'ils répondront au téléphone parce que ce n'est pas toujours facile de les atteindre. Et pour leur demander l'autorisation et de pouvoir mettre leur nom dans mon travail final de recherche que je laisserai à la postérité. Bon, vous avez également demandé quels sont les résultats en matière de vérification de mon hypothèse. Donc, je vais retourner dans les slides que j'ai présentés. Et dans le slide 4, j'ai présenté la problématique et j'ai présenté 2 hypothèses. La première, c'est, d'abord, je dois retourner à la question de recherche, qui est dans quelle mesure les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption dans les collectivités territoriales permettent-ils de promouvoir une gouvernance
locale plus transparente et efficace, notamment à travers les dispositifs de contrôle interne. Donc, j'ai deux hypothèses. La première est par une approche globale intégrée alliant des mesures institutionnelles, juridiques, technologiques et sociales. Et l'hypothèse 2 est les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption lorsqu'ils sont bien conçus et effectivement mis en œuvre au sein des collectivités territoriales contribuent significativement à l'amélioration de la transparence et de l'efficacité de la gouvernance locale, en particulier dans les domaines sensibles comme la passation des marchés publics et le contrôle interne. Donc ici, ce sont les deux hypothèses qui répondent à la question de recherche. Donc, au slide numéro 19, j'ai précisé, j'ai fait le lien entre les résultats que j'ai obtenus et la méthodologie qualitative et la validation des hypothèses. Je vous ai dit que les résultats valident partiellement l'hypothèse d'une nécessaire approche globale, intégrée et contextualisée. Ils confirment aussi l'efficacité potentielle des mécanismes anticorruption bien conçus, surtout dans la passation des marchés publics. Et j'ai expliqué que la méthode m'a permis de capter des opportunités concrètes formulées par les acteurs locaux eux-mêmes. Ensuite, vous m'avez posé la question, vous m'avez demandé quelle est ma contribution, quelle est la contribution de mon travail de recherche sur le plan académique, scientifique. Bon. Cette recherche interroge l'effectivité des dispositifs anticorruption dans le contexte spécifique de la gouvernance locale haïtienne. À travers une approche pluridisciplinaire croisant sciences politiques, droit public et sociologie institutionnelle. Elle propose un modèle analytique des interactions entre acteurs locaux, institutions et pratiques informelles. Ce travail enrichit la littérature sur les limites des mécanismes normatifs importés dans des contextes à faible gouvernance. Il constitue une base sur des études comparées et pour la construction d'indicateurs de performance locale en matière d'intégrité publique. Je dirais également que mon mémoire fait entendre une voix haïtienne sur la corruption locale, souvent absente des grands récits théoriques. Il dévoile les zones grises entre légalité, pratique et survie institutionnelle. Par une démarche empirique rigoureuse, j'ancre la réflexion dans le réel, loin des discours standardisés. Ce travail défie les modèles universels pour plaider une approche enracinée dans nos réalités. Donc, il appelle à repenser la gouvernance locale, non comme une norme imposée, mais comme un levier d'émancipation citoyenne. Donc, le docteur Saint-Martin, maintenant, je m'adresse au docteur Jules-Marie Saint-Martin, qui a soulevé une préoccupation au niveau de la formulation du sujet. Donc, je vais reformuler le sujet à votre sens. Le docteur Fred Selimen, il a mentionné les coquilles. Et également une reformulation du sujet. Donc, je vais prendre en compte vos recommandations. Je vais reformuler le travail et je vais vous le soumettre à nouveau pour finalisation. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions, messieurs les membres du jury? Merci, donc, Nancy. Donc, comme je le dis tantôt, donc, la soutenance, c'est un processus pédagogique. Donc, dans la communauté scientifique, nous avons notre propre langage. Donc, dans votre réaction, vous avez parlé de hypothèses validées, donc valides. Donc, les propos donc, à utiliser, soit se confirment. Donc, il y a trois possibilités donc, de vérification d'une hypothèse. C'est que soit que l'hypothèse se confirme, ou du moins c'est infirmé, ou du moins c'est nuancé. Donc, il faut donc utiliser donc, normalement le langage scientifique, donc standard. Donc, je ne sais pas, donc, docteur Tadal Etienne, Fred, si vous avez d'autres choses à ajouter. Je n'ai plus rien à ajouter. Je pourrais tout simplement
conseiller à Madame Davous de relire attentivement le travail. Parce qu'il y a de bonnes idées là-dedans, mais il y a trop de coquilles. C'est surtout ça la faiblesse du travail, trop de coquilles. Donc, Fred? Eh bien, moi, je n'ai rien de particulier à ajouter à partir de tout ce qui a été dit. Les recommandations sont faites. J'encourage Nancy à prendre en compte toutes ces remarques dès demain, parce qu'il y a une date limite pour prendre en compte les remarques formulées par le jury. Prendre en compte toutes ces remarques dans son mémoire, dans la version définitive de son mémoire. Nancy, vos derniers mots. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur le Président? Vos derniers mots. Je vous remercie chacun en vos rangs, grades, titres et qualités de m'avoir apporté votre support, votre attention, votre regard sur mon travail pour m'aider, comme je vous dis, de le rendre le plus parfait que possible. Je remercie l'équipe de l'IUS de m'avoir permis de faire cette étude en gestion et évaluation des collectivités territoriales, car cela renforce mes capacités et me donne un autre regard sur les collectivités territoriales. Donc, ce qui nous porte, nous, à travailler sur des sujets particuliers, c'est la curiosité. Donc, l'intellectuel, c'est d'abord quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, c'est quelqu'un qui cherche des réponses également. Donc, j'ai été très curieuse et j'ai cherché à comprendre ce qui se passait. Et je vous ai présenté le fruit de mon travail que vous avez critiqué, que vous avez apporté votre œil et scrutateur pour me permettre d'offrir un travail potable à la communauté scientifique. Donc, je vous remercie tous et je pense qu'il y a une prochaine étape que nous allons prendre. Et merci à tous d'avoir suivi. Et j'ai eu beaucoup de stress, j'avoue. Et ça n'a pas été facile. Mais je l'ai fait. Merci à vous. D'accord, Nancy. Donc, parce que Nancy est une femme travailleuse, donc je dois préciser au public que Nancy, certes, est étudiante à l'US, mais Nancy donc, est dans la conception donc, de ce projet. Donc, Nancy est membre du conseil d'administration de l'US. Donc, elle est assez humble. C'est nouveau pour moi. Moi, je n'aurais jamais dit ici. Donc, eh bien, merci à tout le monde. Merci aux participants. Donc, c'était la dernière donc, présentation, la dernière séance du jour. Demain, donc, on va avoir encore 5 autres soutenances et vous êtes tous invités donc, à prendre part dans ce grand concert donc, intellectuel qu'a proposé l'IUS. Donc, merci et bonne soirée. Je ne sais pas, Christophe Ovidan, si vous êtes là, si vous avez d'autres sujets à ajouter. Donc, sinon, la journée a pris fin. Oui, la journée est terminée demain. À demain tous à partir de 15h. À partir de 15h. Bonne soirée, Nancy. Bonne soirée à tous. Bon travail à tous. Bonne soirée à tous. Merci.